Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maria Chapdelaine. Aujourd'hui, on va ouvrir un peu notre esprit puis on va aller à la grandeur de la région. Mais on va parler aussi de Maria Chapdelaine, mais on va parler de l'histoire électorale du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis 1867 avec quelqu'un de fantastique, Marcel Boulay, qui a sorti cette petite Bible, là, comme politologue, pour moi, c'est extraordinaire, à acheter, à lire, très intéressant. Et Marcel qui est là. Bonjour Marcel. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, Marcel qui est politologue, enseignant en sciences politiques au Cégep de Jonquière, maintenant retraité. Oui. Depuis quoi, une dizaine d'années? Ça fait 10 ans, là, 12 ans. Là. 12 ans. Bon. Et là, depuis 12 ans, est-ce que c'est ça que tu fais? Ben oui, j'ai pris ces 12 ans-là, entre autres, pour écrire, faire les recherches, etc., pour écrire ce livre. Tout ton parcours, tu as enseigné pas mal toute ta carrière. Faisais-tu d'autres activités politiques ou tu étais plus juste dans l'enseignement? Je n'étais que dans l'enseignement. OK. Faire de la politique, c'était absolument pas dans mon horizon. J'avais pas le goût de ça du tout. J'étais très à l'aise à regarder et commenter. Oui, c'est un beau rôle aussi. Oui, c'était... Oui, les gérants d'estrade, des fois, c'était intéressant. Oui, quand ils ont de quoi dire de pertinent. Et là, tu prends ta retraite. Est-ce que déjà, au début de ta retraite, tu disais « Ah, ça, c'est un projet que j'ai dans la tête » ou tu avais même peut-être cette idée-là quand tu travaillais encore? Ou? Oui, bien, en fait, j'ai eu l'idée, d'une part, parce que j'ai fait ma maîtrise en études régionales, puis mon mémoire de maîtrise, ça portait sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean comme région politique. Bon. OK. Puis mais ça se limitait entre 1970 et 1985. Et puis bon, de fil en aiguille, et puis bon, lorsque j'ai eu Gérard Bouchard comme professeur dans le cadre de mes cours de maîtrise, puis il me disait, ben l'historiographie régionale parle très peu de la politique. On fait beaucoup d'histoire, on fait beaucoup de généalogie, bon, etc. Puis, mais très peu de politique. Fait qu'il dit, ça a germé dans mon esprit à la fin de la maîtrise. Bon, ça a continué, mais sans que ça devienne une obsession. Mais vers la fin de la carrière, j'ai dit, bon, ben là, je ne me tournerai pas les pouces à la maison, c'est sûr et certain. Je veux bien croire que je vais faire du vélo, bon, etc., etc., etc. Mais bon, ça me prend une activité intellectuelle. Fait qu'alors, je me suis lancé dans ce document là, qu'on voit, là, qui vient d'être publié. Oui, ça fait quoi? Ça fait 3-4 mois à peu près? C'est depuis février. Ah, OK, depuis 6 mois. Ça fait 6 mois. Donc, depuis février, c'est sur les planches des librairies. C'est très niché parce que ça touche la région, mais c'est extrêmement complet. Parce que tu fais le tour, en fait, de tout depuis 1867. J'ai appris énormément de choses. Par quoi on commence quand on travaille sur un ouvrage comme ça? Tu sais, toi, là, au début... Bon, quand moi, j'ai commencé, la première des choses que je regardais, que j'ai fait, c'était quoi le comportement électoral? C'est-à-dire, pour qui on vote? Ouais. Alors, là, j'ai fait la recension de toutes les élections, qui a voté, le taux de participation, pour qui on a voté, bon, le nombre de candidats, même si je n'ai pas retenu ça comme indicateur, mais bon, c'était les résultats électoraux qui... mais une fois que j'ai fait ça, j'ai dit, bon, OK, mais ça... Il faut le vulgariser, c'est des données, ça? Oui, il faut créer les tableaux, ça n'existe pas. OK, il y en a qui existent, là. Non, tous les tableaux qu'on retrouve là, c'est tout moi qui les a construits. Wow. Bon. Et c'est sûr que, bon, des journalistes, bon, des commentateurs l'ont déjà fait, etc. Mais sur une longue période comme celle-là, non. Ça n'existe pas. C'est moi qui les ai créés. OK. Bon, ça m'a pris beaucoup de temps. Puis vérification contre vérification, et etc. En fait, juste pour les statistiques électorales, j'ai 5 sources différentes. OK. Ça va d'Élection Québec, Élection Canada, puis d'autres documents avant que ces organismes-là existent. Il fallait le faire, il fallait les trouver. Donc, j'ai 5 sources différentes pour ce qui est des statistiques électorales. OK, quand même.
Puis là, il faut tout que tu mettes ça ensemble, ou que tu te mettes ça en bouche, mais à l'écrit, là, dans le sens pour que ça fasse un sens aussi. C'est pas une suite de tableaux, là, c'est vraiment bien écrit. C'est ça. En fait, sur le titre, c'est Histoire électorale ou pluriel. Alors, dans le fond, on pourrait dire aussi les expériences électorales au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis 1867, parce que il y a 8 chapitres, en fait 9 en tout, mais le premier, c'est un chapitre de contexte. Un contexte historique, oui. Et puis les autres, mais c'est 8 sujets différents. Ouais. Donc, ça va de la construction, par exemple, de la carte électorale. Comment ça s'est constitué, etc. Bon, un autre, comment on vivait les élections? Bien, est-ce qu'on participait? Y avait-il de la corruption? Etc. Ouais, comme c'est arrivé. C'est moins documenté dans la région. Les députés, c'est qui? C'est les députés. Bon, le chapitre que moi, j'ai le plus aimé, c'est le chapitre sur les femmes. Oui, c'est intéressant aussi que... deux choses. Là. Ce que j'ai adoré, c'est que c'est un livre qui se lit comme une amuse-gueule, dans le sens, tu peux lire un chapitre, même pas un chapitre, une petite partie, tu apprends des affaires, puis tu vas suivre après. C'est pas comme un récit où tu as peur de perdre. Fait que tu es capable d'aller piger un peu n'importe où. J'ai adoré ça. Et j'ai adoré aussi que... J'étais là, ouais, vas-tu parler des... Ah oui, il y a un chapitre sur les femmes. Donc, on prend le temps d'approfondir ça. Parce que ça m'apparaissait extrêmement important. D'autant que, surtout au niveau des élections visant à combler des postes à l'Assemblée nationale, les femmes prennent de plus en plus de place chez les candidatures et aussi élues. La dernière élection au Québec, dans la région, il y a 2 femmes sur 5 qui ont été élues. C'est la première fois que... Bon, vous allez me dire autant, beaucoup. 2 sur 5, c'est beaucoup. Ouais. C'est 40%. Sur 5, c'est rare qu'on n'avait jamais vécu ça. C'est ça. Puis il y a même eu des élections québécoises pour l'Assemblée nationale. On a déjà eu des élections où, dans certaines circonscriptions, si je me mémoire mes fidèles, c'est celle de Chicoutimi en 2016. Parce que c'était une élection partielle, il y avait 16 femmes sur 8 candidats. Mon Dieu! Alors, c'est moins le cas au niveau des élections fédérales, mais au niveau des élections québécoises, on en a de plus en plus la présence des femmes. Puis ça, je trouve assez important, même si, au point de départ, les candidatures féminines sont arrivées très tardivement. Oui. Quand ça, c'est les années 60, 70, au Québec, c'est 1976, et puis au fédéral, c'est 1962, 63. Dans les années 60. Des femmes élues ou des femmes candidates? Candidates. OK. Candidates. Élues, il faut attendre Mme Blackburn, un peu avant, parce que en 82, une élection partielle, Mme Saint-Amand. Bon, voilà, j'oublie toujours. C'est dévié. Il y a tellement de noms et de dates que ça. Oui, effectivement. Alors, c'est Mme Saint-Amand, la première femme élue au Québec. Aux élections fédérales, c'est Mme Beauchamp-Niquette. Oui. D'ici. Alors, c'est la précurseur de toutes les femmes élues dans la région. Wow. Toi, quand tu commences, est-ce que des fois, tu as eu des révélations? Tu sais, des grosses surprises? Parce que, je veux pas, quand on se lance là-dedans, on a de l'intérêt, on a une certaine connaissance, puis on pense qu'on va aller chercher des données, mais y a-tu des choses qui sont vraiment venues te faire « Wow, OK, je suis moi-même surpris, ça vient invalider ce que je pensais parce que tu as des données que tu as trouvées? » Invalider, non, parce que j'avais lu suffisamment dans les peu de bribes qui existent. Je saisissais pas mal l'ensemble du portrait. Mais il y a des choses qui... par exemple, on votait ici dans la région dans les années 1800 jusqu'en 1870-80. Mais on votait une semaine après les autres. Ben oui, ça, moi, ça m'a jeté à la tête. Les élections sont finies, les résultats sont sortis pour ne pas encore voter. C'est ça, tout à fait. Alors, ça allait jusque même au début du 20e. Mais bon, les gens me contrediront en relisant le livre pour ce qui est de la datation. Mais c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Mais ça se comprend. Les chemins de fer étaient très peu développés dans la région.
Alors, quand la nouvelle partait d'Ottawa, par exemple, ou même de Québec, pour se rendre dans la région, c'était quoi? C'était le bateau. Oh, ouais, OK. Alors, puis là, tu avais tout le matériel électoral arrivait par bateau en même temps que l'affidavit nécessaire pour proclamer que des élections s'en viennent. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu particulier. D'autant, ce qui devient particulier, c'est d'autant que certains candidats, ils l'utilisaient. C'est ça. Est-ce que ça avait un impact? On avait le résultat au provincial. Est-ce que ça avait un impact sur chez nous? Parfois. Okay. Quand je dis parfois, c'est pas... C'est que c'est pas tendance. C'est pas tendance. OK. C'est arrivé... Il y a 2 cas anecdotiques à cet égard-là. C'est le premier, en 1854, même si c'est hors de 1867. Là, en 1854, il y a une élection qui est annoncée. Il y avait 2 candidats, un dont j'oublie, puis l'autre, c'est pas oubliable, c'est un des fils Price. Ah oui. Non, 2 candidats. Mais là, à l'époque... Oui. Les autres étaient dans le business aussi. On votait une semaine plus tard. Ensuite de ça, les députés les candidats pouvaient se porter candidat dans 2 circonscriptions en même temps. Mais là, l'avantage de savoir qu'une... Ben oui. Alors, Augustin Norbert Morin, qui fut, premier ministre du Canada uni à l'époque, avec McNabb, si je ne me trompe pas. Alors, est battu dans Terrebonne. Il me semble que c'est dans Terrebonne. Il demande de se présenter dans Chicoutimi-Saguenay. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les 2 candidats? Ils se sont désistés. Par hasard. Ça donne un exemple. Une autre anecdote, c'est un député... Bon, là, je vais encore l'oublier, mais pourtant, il est connu comme Barabas en passion au niveau électoral. C'est un député qui est conservateur sur les bords, mais lorsqu'il est député, il prend ses aises, puis ça coquine souvent avec les libéraux de Laurier, etc. Alors, il fait sa campagne électorale, comme quoi il a l'oreille de Laurier qui est libéral, même s'il est conservateur. L'élection arrive, les conservateurs gagnent. Il reste une semaine là, avant d'aller voter. Il a changé son discours. Il a complètement changé son discours. Puis lorsqu'il est allé sur la Côte-Nord, il est devenu conservateur à tout crin. Et c'est ce qui lui a permis de conserver son siège. Wow. Bon, donc, c'est des effets, là. J'ai 2 anecdotes par rapport aux effets de voter une semaine après l'autre. Mais, mis à part ce cas-là, il n'y a pas beaucoup de choses qui me sont apparues, là. Ah, non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Moi, il y a quelque chose qui m'a surpris, que j'adore, je défends l'information, les journaux, l'indépendance de la presse, etc. Mais là, en lisant ça, je réalise que il y a 100 ans, les journaux étaient partisans. Il n'y avait pas cette indépendance journalistique-là qu'on a maintenant. Là. L'histoire des journaux, de façon générale, au Québec, même en France, puis aux États-Unis, puis en Grande-Bretagne, c'est à peu près la même chose. Avant le milieu du 20e siècle, c'était partisan. Ouais. Point à la ligne. Point à la ligne. C'était partisan. Le Soleil, ça a été l'organe, il appelait ça comme ça à l'époque, l'organe du Parti libéral. OK. Jusqu'au milieu des années, entre le milieu du 20e siècle. Alors, dans la région, il y avait le Progrès du Saguenay, qui était la référence comme telle. Et les propriétaires étaient ouvertement conservateurs, point à la ligne. Tout ce que les libéraux faisaient, c'était de la foutaise. On a appuyé un candidat à un moment donné qui était... il s'est présenté ici, puis il se présentait aussi dans Rimouski. Alors, il a été battu ici, puis il a gagné... Il a été battu ici, mais il a gagné dans Rimouski. Mais
ce qui est intéressant, c'est que c'est envers et contre le progrès du Saguenay qu'on a voté. Ah, OK. Parce que le progrès du Saguenay appuyait ce candidat de prestige-là. Ouais. Alors, Fait que ça n'avait pas... Tu sais, on parle du contrôle de l'information, donc ça n'avait pas nécessairement un impact que les journaux, parce qu'il y avait un équilibre, il y avait d'autres journaux qui étaient plus libéraux, etc. Ben oui, c'est ça. Okay. Il se développait des journaux à côté qui n'ont pas eu la même notoriété, une longévité que le progrès du Saguenay. Mais on avait systématiquement des journaux là, qui faisaient la promotion d'une version différente de celui du progrès du Saguenay. Et à un moment, tranquillement, pas vite, on va voir apparaître, après le départ des premiers, les fondateurs, on va voir apparaître dans la région, à tout le moins, une façon de faire la couverture de la politique la plus neutre possible. OK. Mais on va intégrer, surtout au progrès du Saguenay, la religion. Le cardinal Villeneuve, etc. Bon, nommez-les. La religion qui disait « Mêlez-vous pas de politique, mais nous, on vous dit pour qui va. » Parfois, c'est C'était arrivé. peut-être plus subtil que ça. Oh, ben, à la fin du 19e siècle, c'était pas subtil pantoute. Pas du tout. Et puis, mais il y avait des mœurs électorales un peu libertines en politique, l'alcool, etc. Ce qui faisait en sorte que l'Église faisait beaucoup de sermons à travers les journaux. Okay. Faire des élections propres, c'est pas nouveau, là. On l'entend encore, effectivement. Donc, c'était devenu le relais, mais il devenait, en termes politiques comme tel, on voyait moins la prise d'opposition. Elle va revenir au moment du référendum de 80. Ah, OK. Là, on a des prises d'opposition chez les éditorialistes particulièrement. Des prises d'opposition là, à... Pour ou contre? Généralement contre. Ouais. Généralement. C'était plus volumineux en termes d'articles contre le référendum, et même celui de 95. Mais ça ne peut pas faire très, très autrement, dans la mesure où ce sont des entreprises... c'est des gens qui réfléchissent, ils ont quand même une opinion, puis ils savent qu'ils peuvent avoir un impact, puis les partis politiques aussi ont la même vision. Alors, c'est sûr que parfois, il y a des accointances. Et à la lumière de tout ça, tu sais, avec ta connaissance de la politique québécoise et canadienne, ce serait quoi l'exceptionnalisme régional? Tu sais, qu'est-ce qui fait que chez nous, il y a quelque chose de différent d'ailleurs ou qui est particulier? Y a-t-il quelque chose comme ça où finalement, c'est juste notre partie d'histoire puis c'est pas mal la même chose qu'ailleurs dans le Québec? Il y a des racines au nationalisme de la région. Les résultats aux deux référendums, c'est très clair. Oui. C'est très clair. En 80, je pense qu'on est la seule région qui vote oui. Non. On n'est pas la seule? On n'est pas la seule. On est peu de régions quand même, 4 ou 5. Mais ici, puis c'est fort. Oh, c'est la même chose en 1995. Donc, il y a des racines. En fait, si on définit le nationalisme de façon très, 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 très générale, c'est-à-dire un parti qui milite en faveur du Québec, le respect de la Constitution originelle de 1867, le pacte des deux nations, etc., jusqu'à l'idée d'indépendance du Québec qui est promue par le Parti québécois. On va avoir tendance à toujours voter pour ces partis-là. Puis là, c'est pas juste Duplessis puis le PQ, là, puis le Bloc québécois. C'est quand Tachereau était là. Ouais. Lorsque, Duplessis, Tachereau, on a
dans les années 1800, tous les partis politiques qui faisaient en sorte qu'on avait une vision de contrer le fédéral. Ouais. On Les avait Anglais, c'est un peu la l'habitude. victimisation face au Canada anglais. Il y a cet aspect-là qui joue. Ouais. Qui joue. Mais pourquoi ici, c'est aussi fort? Ouais. C'est parce qu'on est un peu prisonnier à l'intérieur du territoire, tu sais? C'est l'accès. C'est pas juste être prisonnier à l'intérieur du territoire. On pourrait dire la même chose de la Côte-Nord. La Côte-Nord, Ouais, c'est vrai, t'as raison. l'Abitibi, jusqu'à un certain point, va avec moins de volume d'appui là, à la Les autres sont plus proches aussi de de l'Ontario. l'Ontario. Mais si on part des premiers colons, il a fallu qu'ils se battent tout le temps pour avoir ce qu'ils ont eu. Même de pouvoir venir coloniser ici. Oui, juste l'ouverture de la région. Je veux dire, les gens de Charlevoix, ils se sont battus longtemps pour ouvrir les terres. Puis on a ouvert les terres à partir d'un modèle qui n'existait pas chez les francophones, les Canadiens français, c'est-à-dire le système de cantons. Ouais. L'arpentage des terres, c'était pas la même affaire que les seigneuries. D'ailleurs, les cartes là-dedans avec les noms des cantons, là, ça m'a jeté à terre. On fonctionnait comme on faisait en Estrie. Ouais, ça, c'était une demande des gens de Charlevoix. OK. Ils ne voulaient pas se faire avoir par un seigneur. Donc, il y a un esprit de frondeur un tout petit peu. Puis il va s'ajouter au fil des années, on a quand même l'esprit de J.A. Dubuc, puis des gens de la compagnie de pub de Chicoutimi. Dubuc est arrivé après quand même, là, mais c'est la figure traditionnelle, là, mais il y a d'autres mondes que lui. Donc, la capacité de ces gens-là avait l'idée de créer une 11e province en récupérant Chibougamau-Chapelle jusqu'en haut, jusqu'au Nunavik. C'était une 11e province. Donc, cette idée-là. Puis après ça, va venir l'espèce de... un peu de réticence, peut-être pas de réticence, mais de vouloir se bloquer face aux capitaux industriels étrangers. OK. Donc, de valoriser l'économie locale. Lire l'Alcan. Oui. On s'entend. Même par rapport à presse. Je veux dire, au début, presse, ils contrôlaient tout, mais je veux dire, il y avait plein de monde qui était en montadis eux autres. Là. Avec raison. Oui, tout à fait. Je veux dire, il y a eu le fameux épisode de La Terrière où on a voulu faire une colonie complètement différente du reste. Puis, presse s'est organisée avec les évêques pour que ça finisse ça là. Ouais. Bon. Donc, il y a cet esprit-là qui, donc, faut être en mesure de faire ce que nous autres, on veut faire. Puis, il faut avoir les coups des franges là-dessus. Ouais. C'est un peu propre à l'ouverture des nouveaux territoires au Québec. Je veux dire, je pense à nous autres, je pense à l'Abitibi aussi. Mais ça a été aussi le propre des gens de la Côte-Nord, les Beaucerons. Oui. Qui ont une identité assez particulière. Oui, c'est vrai. À tout craint, là. Mais qui, pour eux autres, le lien avec la politique nationaliste, ça semble pas être du tout leur ADN. Ouais. Tandis qu'ici, il semblerait avoir ça. Donc, on ne peut pas parler, mis à part ça, là, cette vague en faveur des différentes formes de nationalisme, c'est le dernier chapitre du livre, il n'y a pas d'existentialisme, c'est-à-dire mais il y en aurait un, oui, je m'excuse, là, il y en aurait un. J'aime ça. On te fait réfléchir. Depuis les élections québécoises de 1985 et les élections fédérales de 1993, dans la région, on a une très grande tendance
à voter pour tout parti qui va mettre en boîte le Parti libéral, soit fédéral ou du Québec. En 1985, M. Robert Bourassa revient au pouvoir, Ouais. 5 députés péquistes. 1993, les libéraux avec Jean Chrétien reviennent au pouvoir, 4 députés bloquistes. Ouais. Puis, etc., etc. Ouais. Ah, on a eu des périodes conservatrices au fédéral où, bon, par exemple, NPD, comme tout le monde, Ben, quand il y a en une vague, 2015. Mais c'est pas libéral, là. Ah ouais, je comprends. Ah, là, Puis c'est plus fort au niveau fédéral qu'au niveau du Québec. Ouais. Oui, parce qu'il y en a eu quelques-uns. Il y a une exception, il y a une exception dans le sens où c'est très fort. Là, j'ai pas le chiffre en tête, Non. mais vous allez le trouver Ouais. dans le livre. Bon, pendant. Mais il n'y a pas beaucoup de députés là, qui ont été élus depuis 1985 au Québec, libéraux. Ouais. Il y en a à peu près mettons, s'il y a 10, ça va. Mais là, on a 10 sur 70. Ouais. Ça fait pas beaucoup, là. Non. Puis la même chose au niveau fédéral. Donc, on ne pourra pas dire, tu sais, des fois, on va dire, tel comté, les autres, ils votent tout le temps du bord du pouvoir. Nous autres, on n'est pas comme ça. On réfléchit davantage ou on a ça aussi un peu? On a ça aussi un peu, puis surtout lors des changements de gouvernement, en autant qu'ils ne sont pas libéraux. Ah, j'aime ça, la petite nuance, là. Et c'est la nuance que je viens de parler depuis 1985 au Québec pour les élections québécoises, puis 1993 pour les élections fédérales. On va accompagner les changements libéraux, sauf lorsque c'est libéral. Majoritairement, on s'entend. Ça ne veut pas dire qu'on ne vote pas libéral, c'est pas ça. Non. Ou qu'il n'y a pas de gens qui portent cette idéologie-là, mais est-ce que chez nous, c'est... Pourquoi? Est-ce que tu as pu remarquer ça dans d'autres régions ou c'est vraiment particulier à chez nous? C'est plus fort OK. ici qu'ailleurs. J'ai vérifié pour certaines élections, bon, dans d'autres régions. Bon, j'ai regardé pour la Côte-Nord, par exemple. J'ai regardé pour l'Abitibi. Un point de vue similaire au nôtre ici, en termes de comportement électoral, mais ici, c'est plus fort. Puis qu'est-ce qu'ils nous ont fait, les libéraux? Non, mais y a-t-il quelque chose qui explique ça? Dans le sens, pourquoi ils ont de la misère à connecter avec la région? Les libéraux probablement que dans certaines familles, ça s'est transmis de père en fils. Là. 1926, c'est le rehaussement du lac. Ouais. C'est Tachereau, libéral. Ouais. Même si on aurait élu le lieutenant régional des libéraux par la suite, c'est ça. J'y vais là, par bribes. Là. Oui, c'est 1962, c'est la nationalisation de l'électricité. Les libéraux. 2 députés libéraux se font défaire. Un député libéral s'est fait défaire parce qu'il y avait Antonio Talbot qui était encore là dans Chicoutimi. Mais il y a un député libéral qui est défait. Et dans Lac-Saint-Jean, dans Roberval, par exemple, là, ça avait été difficile pour le candidat libéral. Ouais. Le retour de Robert Bourassa en 1985, parce que c'était Robert Bourassa. Ouais. Et il était honni. C'était mort. C'était pas agréable pour les candidats libéraux de l'époque. Je t'arrête là 2 minutes. D'accord. On va prendre une petite pause. C'est vraiment intéressant. Je vous rappelle l'histoire électorale d'Outaouais-Lac-Saint-Jean de 1867 à nos jours. Très bon livre de référence, plein d'anecdotes, extraordinaire. On est avec l'auteur. Reste avec nous. On revient dans 1 minute. Pour le Vox Pop d'aujourd'hui, on a la chance de venir découvrir Antiquaire d'Annie Saint-Jean. On y va?
combien de temps vous êtes établi? Ici, ça va faire 17 ans cet été. Quand même. Mais ça fait presque 40 ans que je fais ça. À temps partiel au début, maintenant à temps plein. J'ai été un petit bout de temps à Mistassini, OK. un petit bout de temps à Dolbeau, Ah. un petit bout de temps à Saint-Félicien. Oh, puis là, ben, maintenant, vous êtes ici depuis 17 ans. C'est bien ça. Aujourd'hui, c'est plus des objets de collection, des objets qui sont décoratifs Où est-ce que vous trouvez toutes ces choses? dans les fermetures de maisons, les successions. Mon vrai plaisir, c'est de le trouver, de l'acheter. Quand après ça, je l'ai acheté, je l'ai nettoyé, je l'ai étiqueté, je l'ai annoncé, la flamme descend un peu. Ça me fait penser à Indiana Jones, je sais pas pourquoi. Ouais. Vous êtes comme un Indiana Jones, mais Quasiment. version ici. Parce que, tu sais, il y a 1 million de trucs, mais je suis pas vraiment en amour avec... oui, je suis en amour avec... Il y a des trucs que je vends pas, là, parce que pour C'est X une raisons, trouvaille. là. Ah, c'est vraiment intéressant. J'ai hâte de découvrir tout ça. Fait que, on part à la découverte. Pourquoi pas? Cool! Bon, ben là, je suis comme par où qu'on commence? C'est la collection complète de tous les macarons de Dominique. Ah! Tous les sports sont représentés sur chaque macaron. Et ça, c'est local ici, Dolbeau. Aïe, aïe, hein? On constate que, tu sais, vous avez du linge aussi. Oui, on a aussi des trucs neufs. C'est pas des entrepôts ou de la liquidation là, qui est neuf. Des fois, j'ai des pantalons, des gants, j'ai eu du linge d'alcan, j'ai eu un petit peu de trucs neufs. Fait que ça vaut la peine de venir voir. Oui, on sait jamais ce qu'on peut trouver. Oui. Je pense qu'on peut vous retrouver sur Facebook. Oui, bien sûr. Sur le nom de Dany Saint-Jean, Antiquaire. Fait que ça, vous mettez vos nouveautés sur Facebook, puis on est capable ça, de venir se les procurer en magasin. Exactement. Oui. Bien, merci beaucoup pour la visite, de nous avoir fait découvrir des antiquités. Ça me fait plaisir. On a adoré. Merci. Merci. Donc, c'est ce qui conclut notre Vox Pop chez Antiquaire Dany Saint-Jean. Ça a été vraiment intéressant. On a vraiment découvert plein d'objets qu'on ne connaissait pas. J'ai même eu un badge en prime. Donc, on se revoit bientôt pour un prochain Vox Pop. C'est antiquitaire, hein? Antiquaire. Vox Pop chez Antiquitaire. Non, garde encore. Antiquaire. OK. On est de retour à Échangeurs Turcotte où on parle du merveilleux livre Histoire électorale au Saguenay-Lac-Saint-Jean de 1867 à 2022 avec son auteur Marcel Boulet, politologue. Donc, là, on a parlé beaucoup de l'histoire des femmes, tout ça. Mais dans une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on le sait, un peu une guéguerre entre les gens du Saguenay et ceux du lac. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une identité qui est... Écoute, moi, je travaille au Saguenay, mais je tiens à habiter au lac parce que je suis un gars du lac. Il y a quelque chose qui existe là-dedans. Est-ce que nos comportements électoraux entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean, ça diffère ou ça a toujours été un peu commun? Grosso modo, c'est commun. OK. Mais il y a quand même des petites différences entre les deux entités sociologiques. Ouais. J'aime bien sociologique, puis je vais expliquer pourquoi je dis ça comme ça. Alors, quand je parle des deux entités sociologiques, il faut se souvenir que le Saguenay est ouvert par les gens de Charlevoix. Pas pâte et papier, mais bois de construction, etc. Le lac, c'est l'agriculture avec les gens de Kamouraska. Oh, fait que là, c'est pas la même crowd. C'est pas du tout la même chose. C'est pas la même empreinte sur le territoire non plus. Ben non. Alors, il y a tout de même
Juste là, il y a une petite différence parce que l'un, c'est plus vers l'industriel, l'autre, c'est l'agriculture. Mais qu'il y a des ressources, l'autre, c'est la subsistance. C'est ça. Comment on développe pour le fait de rester ici? Ici, on a développé le modèle agroforestier, là, c'est très clair. Bon, maintenant, si on revient aux moutons électoraux, des fois, ça arrive qu'il y a des petites différences. Par exemple, le lac Saint-Jean, de Roberval et lac Saint-Jean, là, si on prend ces deux entités-là, que ce soit au fédéral ou au provincial, ont plus tendance à voter pour les gouvernements. Ils ont un vote pour le pouvoir. Ils ont plus du côté du pouvoir. Plus cette tendance-là que ça se marque au niveau du Saguenay. Le Saguenay, c'est arrivé souvent, surtout au fédéral. À défaut de voter pour le pouvoir, on va voter pour l'opposition, mais des candidats indépendants. Ah, OK. Pas comme on en ce moment. Non, c'est pas ça. Puis, dans les années 50, particulièrement, 1950, mais à la fin du 19e et au début 20e, on avait des candidats conservateurs indépendants, libéraux. Il y en a un dans le lac Saint-Jean. Dans le lac Saint-Jean, vous allez le retrouver. En 1945, il se présente comme libéral indépendant. Donc, ce qu'il veut dire, c'est qu'il est d'idéologie libérale, mais il n'est pas associé au Parti libéral. Oui, parce qu'en 1943-1944, on avait voté la conscription. Oui. Et lui, il n'était pas d'accord. OK. Alors, il s'est présenté comme libéral indépendant. Parce qu'il avait renié sa promesse de ne pas faire la conscription. C'est ça. Puis ça a été la même chose pour J.A.A. Dubuc. Lui, une fois qu'il a eu terminé sa carrière dans la compagnie de pulpe, il a décidé de faire de la politique. Les 2 premiers mandats qu'il a faits, c'est comme libéral indépendant. Donc, on a cette façon de faire au Saguenay qui est un petit peu différente au niveau fédéral, on s'entend. Alors, et puis donc, au lac Saint-Jean, on va voter de façon plus soutenue là, vers être du côté du pouvoir. C'est une façon d'être. Puis lorsqu'on regarde, là, je parlais tantôt qu'il n'y avait pas eu beaucoup de députés libéraux, que ce soit fédéraux ou du Québec, mais M. Blackburn, père, c'est un des seuls libéraux de son époque. Et son fils, Carl? Même chose pour son fils. Même chose pour M. Couillard. Oui, c'est Couillard. M. Couillard, je veux dire... S'il n'avait pas été chef du parti, je ne suis pas certain qu'il aurait été. Oui, on pourrait dire ça comme ça, mais je veux dire aussi, s'il avait fallu qu'il ne soit pas élu, ça aurait été drôle. Mais ce n'était pas dans l'ADN des gens de la circonscription de Roberval. Il y a eu M. Simard aussi du côté de Dubuc. Mais lui, il était libéral, c'est sûr, mais sa notoriété comme ancien conseiller municipal a joué énormément auprès des gens de la baie, qui est la place forte en termes démographiques de cette circonscription-là. Puis est-ce que ça peut avoir un lien avec comment c'est formé au niveau de la démographie? Tu sais, au Lac-Saint-Jean, on a plein de petites municipalités qui sont habituées de travailler ensemble, donc qui réalisent que le groupe ou le regroupement, ça peut être fort. Parce qu'au Saguenay, on a la ville-centre et tout tourne autour, où là, ils nous imposent davantage. C'est sûr qu'avant la fusion, c'était pas comme ça, là. Mais il y a comme, je trouve un flux dans l'énergie de la population qui est complètement différente entre le lac et le Saguenay à cause de ça. De toute façon, au lac, là, de façon générale, on oublie Alma. Oui. Parce qu'Alma, c'est particulier. Si on prend Roberval, Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini, c'est des grandes villes, des grosses villes dans notre imaginaire à nous, mais c'est des villes qui sont branchées sur le territoire, ce qui n'est pas la même chose. Ils sont branchés, tandis qu'au Saguenay, c'est davantage
La Terrière, à l'époque, c'était un peu en concurrence avec Chicoutimi, un peu en concurrence avec la baie. Alors ici, c'était moins le cas. OK. Donc, il y a un esprit de corps qui est... Puis, il faut s'entendre aussi, là, la région, la façon elle s'est développée dans les années 30, 40, 1930, 1940, un peu avant, ils en ont mangé de la misère. Oh oui. Hein? Je ne veux pas nommer de village, là, puis de petites villes, mais mon Dieu que ça n'a pas été toujours facile. Non, tu as raison. Donc, ces gens-là vont développer beaucoup d'entraide, même s'il y a eu toutes sortes de patentes, là, mais on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Là, Non. Mais ces gens-là ont travaillé très fort à se trouver ce qui était commun entre eux. Alors ça peut transparaître au niveau électoral. Porter son choix envers celui qui va... qui va nous apporter, parce que c'est toujours la même mot à dit affaire, même si c'est du clientélisme que les gens disent, si on vote pour le pouvoir, on va avoir notre chemin. Oui. Ça a été longtemps le cas, puis de façon très, très, très simple. Là, je veux dire, il y a des circonscriptions. Dans des circonscriptions, on savait que dans un village, s'il n'y avait pas voté pour le candidat au pouvoir, il n'y aurait rien. Non, puis même à l'époque, là, on était baveux, là. Tu sais, on embarquait, on allait faire brûler des mannequins de paille sur les terrains des autres qui avaient perdu. Puis, tu sais, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est plus rough avec les réseaux sociaux, mais à l'époque, ça brassait beaucoup, là. Les réseaux sociaux de l'époque étaient, le bouche à oreille, puis ça allait le perron de l'église. Ça allait vite. Ouais. Ça allait vite. Il y avait des chevaux très rapides, etc. Voter pour le pouvoir, c'est toujours ça, mais on l'utilise encore aujourd'hui. Il y a des politiciens... je me souviens dernièrement, on m'avait posé la question dans une chaîne radio, et puis j'avais dit oui, ça se fait encore, mais c'est pas toujours vrai qu'on réussit à avoir ce qu'on veut. Nous, c'est un bon exemple avec le Bloc québécois, entre autres, là, qu'on les aime, on les trouve bons, on vote pour eux, mais c'est la première question qu'ils se font poser en campagne électorale. Là. Vous ne serez pas au pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire? Mais pourtant, il y a plein de choses qui se font pareil. Tellement, absolument. Sylvain Gaudreault à Jonquière est un excellent exemple. À son dernier mandat, il était dans l'opposition, mais on l'entendait plus souvent dans les médias que tous les autres députés qui étaient au pouvoir, parce qu'il prenait ses dossiers, qu'il parlait en public. C'est ça, l'image du politicien qui rapporte du fric, on va dire, je veux dire de cette façon-là, elle vient de... C'est vieux, ça. C'est vieux comme depuis le début de la démocratie, je veux dire, électorale. Ça existe. Puis on a de la difficulté à se départir de cette vision-là. Alors, les gens du Lac-Saint-Jean avaient besoin des gouvernements de toutes les façons pour s'aider. Se développer, parce que... On n'avait pas les entreprises comme on les avait au Saguenay. On en a développé, à Alma particulièrement. Puis, ici aussi, il y a des grosses entreprises. La scierie, donc, à partir de... Ça se comprend. Ça se comprend. Et puis... pardon. D'un autre côté, la circonscription de Lac-Saint-Jean. Elle, c'est la plus nationaliste de la région. Oui, absolument. Fouillez-moi pour le savoir. Je ne sais pas. Non, tu ne sais pas pourquoi? Non, mais c'est une bonne question. Bon, on pourrait dire que, c'est la réaction face à l'Alcan, c'est la réaction face à la presse, papier résolu, etc., mais à l'origine presse. Il y a un entrepreneurship qui est plus vivant à Alma. Il y a un leadership aussi au niveau du Lac-Saint-Jean qui est assumé. Oui, et donc, il y a peut-être cette volonté d'être... allez, amène-moi là, ta souveraineté. Moi, on va savoir quoi en faire.
C'est intéressant. Puis comment tu pourrais qualifier, parce que là, nous, on est à Dolbeau-Mistassini en ce moment, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de particulier sur la circonscription Roberval, qui n'existe plus au fédéral, qui a été ramenée à Lac-Saint-Jean? C'est triste, mais on est capable de comprendre pourquoi. Mais, tu sais, historiquement, là, ce serait quoi soit les caractéristiques ou les anecdotes, les choses qui se sont passées par chez nous? Il y en a deux qui me viennent rapidement, puis ça va à l'encontre de ce que j'ai déjà dit, okay, dans le sens suivant. Roberval, c'est celle qui vote le plus libéral. Ouais. Pas juste parce qu'il y avait M. Couillard. Non. Bien avant ça, il y a une grosse organisation libérale ici. Là. Il y avait, je parlais tantôt les Blackburn, puis père et fils. Il y avait La Montagne, si je ne me trompe pas. Il a été là longtemps, lui. Puis il a été dans le premier... Il a été dans l'opposition lors de la première élection du Parti québécois. Donc, il y a une tradition libérale qui existe puis qui se dément pas lorsqu'il y a un sursaut libéral. Bien, on l'a vu quand Carl Blackburn est allé faire la course à la chefferie. Ici, en tout cas, ça en a parlé beaucoup, là, parce que c'était notre candidat, c'est notre poulain. Ça ne pouvait pas faire autrement. Au niveau fédéral, il y a la première femme élue dans la région, ça vient de Roberval. Ah oui. La circonscription de Roberval à l'époque. Alors, il y a ce côté-là qui est intéressant. Une nouveauté. Oui. Hein? Nouveauté. Ensuite de ça, un peu à rebours des autres en ayant une tendance libérale plus affirmée. Mm-hmm. On pourrait dire aussi que la circonscription de Roberval, c'est un château fort de la résistance d'ailleurs. Il y a quelque chose de particulier ici. Puis même dans le comté, je te dirais qu'il y a des pôles qui sont différents. Là. Oui. Je te dirais qu'il y a une grosse différence entre Roberval, la ville, et Dolbeau-Mistassini au niveau des allégeances. J'aurais aimé le faire, mais bon, je vais laisser ça à d'autres. Ouais. Déjà, tu as fait un ouvrage tellement complet et complexe. Des études sur comment on a voté par pôle, par ville, etc. À l'intérieur d'une circonscription, c'est des choses qui seraient intéressantes, qui me permettraient de pousser plus loin. Je sais que pour en avoir lu, je sais qu'on l'a fait pour la Beauce, par exemple, la Côte-du-Sud. J'ai vu apparaître des... Mais c'est limité à peu d'élections. C'est tout à fait intéressant, mais c'est pas sur une longue période. Et pourquoi on a dû attendre 150 ans d'avoir un bel ouvrage comme ça? Est-ce parce que c'est trop complexe, parce que notre région est petite, puis que l'intérêt des lecteurs reste en fait, je dirais au point de départ que c'est l'intérêt des chercheurs qui n'est pas là. Ah, OK. C'est aussi en termes de longueur, de longévité d'analyse, c'est-à-dire depuis 1867 à 2022, ça ne s'est jamais fait au niveau d'une région. Oui, mais pourquoi on ne fait pas ça? C'est pas d'intérêt. L'intérêt, c'est de voir. L'intérêt, c'est de voir globalement. Après ça, tu peux dégager des tendances. C'est ce qu'on fait habituellement. Maintenant, ça se fait de plus en plus. Et depuis longtemps, mais c'est des archétypes, là, je veux dire, c'est des trucs qui sont essentiellement pour valider quelque chose. Le concept de région, on va aller voir ce qui se passe au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis on va aller voir en Abitibi, puis ça va nous donner une idée. Oui, mais ça ne nous donne pas la vie à l'intérieur de la région. Je comprends. Mais ça... Il faut intéresser des chercheurs. Il faut que ce soit l'intérêt d'un... Bon, comme je vous disais au début, moi, ça origine en partie du fait que j'ai fait des études de maîtrise dans un laps de temps court. Mais je n'étais pas satisfait.
Fait que là, tu as pris plus le temps, mais ça n'aurait pas pu être ton doctorat. Oh, oui! Mais bon, c'est bien trop d'ouvrage. Faire un doctorat, dans le sens, bon, là, Oui, ça c'est obligé de reprendre des cours. Ouais, Non, ça me tentait pas du tout. C'est correct. Fait que là, la vie de ce livre-là, c'est sorti depuis 6 mois. On le retrouve partout. Est-ce que ça sort un peu à l'extérieur de la région? Oui. C'est-à-dire que, bon, pour avoir été dans la région de Rimouski puis dans la région de Québec, je l'ai vu, c'est les étagères. Ah, OK. Voilà, j'étais bien content, là. Mais ça devrait se retrouver à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, là. Bon, probablement. Probablement, c'est... l'éditeur a dû faire une approche. Ben, j'espère, je peux pas croire. Et puis, bon, donc, c'est ça, là. Il est connu surtout par les gens qui me connaissent. Puis, j'ai fait le Salon du livre de Québec. Bon, ça a été... Ben, tu étais à Québec aussi. Probablement que quand tu vas faire le Salon du livre, Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu risques de le voir sortir davantage. Ah, ben, je souhaite. Je vais être présent, au prochain salon. Oui. Et puis, bon, donc, j'espère qu'il y aura plein de monde qui vont venir. Je donne des bécos à tout le monde. Et puis, si on veut se le procurer, qu'on ne peut pas aller au Salon du livre, les librairies, ou y a-tu, on t'appelle? La façon la plus traditionnelle, c'est s'il n'est pas sur les étagères de la librairie, c'est de faire commander. De le demander. Puis, surtout aux éditions Gide, bon, alors, ils vont faire en conséquence, ils vont le commander. Oui, c'est ça, il est disponible. Puis, je vous le dis, là, c'est vraiment le fun à lire. Puis, c'est pas comme un roman, fait que tu peux vraiment arrêter, prendre, t'informer, selon soit tes intérêts ou y aller tranquillement. Hein. J'aime beaucoup, là, aussi, tu sais, regarde, l'origine du vire-capot et les articles de journaux, là, on a une lettre de Laurier. Mais je voulais le dire, puis là, je suis en train d'oublier, les caricatures. Ça, là, c'est le fun de revoir ça. Parce que, tu sais, de faire la caricature, t'as une journée, puis après ça, tu l'oublies un peu. Ça devait être plaisant de tomber là-dedans aussi. Oui, je remercie encore M. Laforge et M. Mon Dieu, j'ai oublié son nom. Le caricaturiste actuel du quotidien. Là. Alors, je le retrouve quand même. Là, son nom, ça n'a pas de sens d'oublier ce nom-là. Tu vas le dire, puis on va faire... Oui, c'est ça. Monsieur Lacroix. Lacroix. Excusez-moi, Monsieur Lacroix. Je remercie de m'avoir permis de les utiliser. Ça, je trouvais ça... Je sais que c'était un livre qui était aride. Je veux dire, c'est pas toujours évident. Mais je pense que le lire d'un bout à l'autre, ça peut être un peu lourd. Je ne le recommande pas. Non, mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il est bien fait. Ça nous donne le goût de juste aller piger ce qu'on a besoin. Les chapitres sont pas très longs, fait qu'on est capable, là, ça nous donne le goût d'aller choisir. Oui, puis les caricatures, ça vient alléger. Oui, absolument. C'était le but. Puis les articles de journaux aussi. Puis comme enseignant en sciences politiques, je dis ça de même, mais moi, j'ai des choses que je vais réutiliser dans mes cours là-dedans. Là, je me suis pris des belles notes en le lisant. Hey, merci beaucoup, Marcel, d'être monté à Dolbeau-Mistassini pour venir faire cette entrevue-là avec moi. Merci infiniment. On va te souhaiter une longue carrière, puis peut-être la suite, 2022, 2110. 2110, ben là, ça serait fun si quelqu'un prenait la relève. Oui, mais c'est le fun. C'est vraiment le fun, c'est inspirant. Puis j'espère même que ça va faire des petits dans les autres régions du Québec. Parce que moi, comme politologue, je trouve que ça devient à go mon dictionnaire régional. Là. Parce qu'on n'a pas ça nulle part. On est tout le temps obligé d'aller chercher à gauche, à droite. Puis là, on a ça ramassé dans un ouvrage. C'est vraiment un beau cadeau que tu nous as fait. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir été là. Ça fait un plaisir. J'espère que vous avez apprécié. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine.